Bon ben voilà quoi, je suis papa. Alors comment commencer cette vidéo? Honnêtement je sais pas très bien. Je sais pas trop comment aborder cette vidéo en fait tout simplement. Parce que bon, je savais pas comment j'allais réagir moi-même à cette nouveauté dans ma vie bien évidemment. Mais du coup je suis pas. Je sais pas si c'est parce que je suis submergé ou parce qu'au contraire je le suis pas, mais je sais pas trop comment réagir à cette nouvelle paternité. Je suis pas complètement euphorique. Bon, peut-être aussi parce que j'ai participé qu'aux 20 dernières minutes de l'accouchement, parce que mon corona, tout ça, etc. J'étais autorisé qu'à participer à la dernière heure, et puis finalement ça s'est passé un petit peu bon, de manière particulière. Du coup, j'ai eu le droit d'entrer qu'à 20 minutes de la fin, et je suis resté une heure après avec ma femme et notre fils. Et du coup, peut-être ça m'aide pas particulièrement à réaliser les choses. D'autant plus que du coup, je vais pas les voir encore pendant 5 jours, parce que oui, au Japon, on reste généralement 4 à 5 jours dans la clinique après l'accouchement. Et du coup, à cause du corona, je pourrais pas les voir pendant 4 5 jours. Donc ça m'aide pas à réaliser. Donc je suis content, mais je sais pas trop comment je réagis moi-même actuellement. Mais quoi qu'il en soit, on va célébrer ça un petit peu ensemble si vous le voulez bien. Alors aujourd'hui, vous me le pardonnerez, hein, je pense, mais aujourd'hui on va picoler un petit peu. Hein, voilà, donc éloigner les enfants. Hein, voilà, je vais pas dire de grossièreté non plus. Hein, voyons, soyons honnêtes, mais bon, quand même, c'est pas la première en plus. Je risque d'être un petit peu, comment dirais-je, je vais manquer un petit peu de cohérence potentiellement, voilà. Mais en plus de ça, bon, vous vous en doutez, hein, évidemment, ça fait 2 3 jours que je suis un petit peu partout à la fois, parce qu'on savait pas si c'était hier, si c'était aujourd'hui, etc. Et du coup, j'ai pas très bien préparé cette intervention du jour. Mais bon, on est quand même parti pour ce nouveau menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je vous présente la grande majorité des nouveaux projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Vous commencez à connaître un petit peu le bordel. Et puis, du coup, on est parti directement avec le petit point hebdomadaire sur la chaîne. Je pense que cette semaine, on va faire un truc un petit peu plus court parce que, de fait, j'ai pas beaucoup préparé la vidéo. Et puis, au-delà de ça, il n'y a pas une énorme semaine, soyons honnêtes. Donc au-delà des 2 vidéos hebdomadaires, hein, le menu crowdfunding et son suivi 3 jours après, donc le mercredi, on a également une nouvelle vidéo qui est arrivée, c'était hier d'ailleurs, à savoir l'Expli Party de Colossus, encore en cours de campagne sur Kickstarter, donc le nouveau jeu de Youssef Fari. Si vous voulez en avoir, comment dirais-je, une partie pour vous expliciter un petit peu plus les mécanismes et un petit peu l'univers du jeu également, un peu plus en détail que ne le permet par exemple la review que j'ai fait il y a 3 4 jours également, non 6 jours pardon, le temps passe vite. Eh bien, vous pourrez aussi consulter l'Expli Party au cas où votre choix n'est pas encore fait ou ne serait pas encore fait. À l'heure actuelle, il reste, je crois, 2 3 jours avant la fin de la campagne, donc n'hésitez pas quand même à vous y pencher assez rapidement. Également, donc le sondage de la semaine, on va voir ça tout de suite. Alors, classons ça par ordre plus lisible. Voilà, c'est ça. Alors, donc vous allez voir, on a un classement cette semaine qui est assez, comment dirais-je, assez cohérent, assez, comment dirais-je, je perds mes mots parce que je suis un peu fatigué, excusez-moi. Mais bon, bref, c'est un peu tassé tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'ex-aequo. C'est un truc assez compact. En dehors de Leviathan Wilds, ou Leviathan Wilds, on va dire, qui a assez peu de voix, ainsi que Mantle of the Keeper, le reste, c'est relativement équilibré. On était à 7, 7, 7, 8, 8, 8, et finalement 10 et 14 pour les 2 premiers. Donc, les 2 premiers jeux seront présentés un peu plus en détail aujourd'hui, à savoir Moon et Hijacked. Pour le reste, ce sera traité de manière un petit peu plus légère, sauf peut-être, je sais pas, j'ai pas encore décidé tout à fait, Taverns and Dragons, parce que c'est un projet français, donc peut-être qu'on aimerait bien le mettre en avant, ou peut-être aussi Isle of Trains, qui est un petit projet par son prix et par sa taille, mais qui a l'air d'être assez prometteur, et pour le reste, ce sera assez court. Également, je vous précise d'entrée de jeu que Temple of Horrors ne sera pas présent cette semaine finalement, puisqu'il a bien lancé son projet, mais c'est déjà annulé comme vous pouvez le voir. On était à 87 backers, 11 000 euros d'engrangés sur 40 000 nécessaires, et j'imagine qu'ils se sont dit que c'était un début de campagne pas forcément extraordinaire, même si 87 backers pour 11 000 euros c'est quand même assez incroyable, mais du coup ils ont quand même décidé de revenir à la case départ et revenir plus tard peut-être sur GameFound ou sur Kickstarter, on verra. Mais pour l'instant en tout cas, ce jeu qui possédait des très belles miniatures visiblement ne sera du coup pas présenté cette semaine.
Voilà pour Temple of Horrors, et pour le reste, on va donc en parler aujourd'hui. J'étais quand même assez surpris de voir Dead Throne et surtout League of the Lexicon CO. On en parlera de toute façon, mais League of Lexicon c'est quand même un jeu beaucoup basé sur le langage, l'étymologie, etc. Mais dans la langue de Shakespeare, c'est pas disponible en français, et donc du coup je suis assez étonné que vous l'ayez placé aussi haut, et à contrario, Isle of Trains aussi bas. Mais bon, on verra bien. Pareil pour Leviathan Wilds, que je voyais beaucoup plus haut que ça. Mais bon, de toute façon, on en abordera quelques-uns d'ici quelques minutes, bien évidemment. Du coup, on est parti avec les mentions honorables de la semaine. Allez, on commence tout de suite avec Deluxe Hanafuda Deck et une extension pour The 100 Tori, à savoir Diverging Path. Mais d'abord, petite pause boisson, on en aura plusieurs aujourd'hui. Alors pour ceux qui se demandent, c'est ce qu'on appelle ici du umeshu, c'est un petit alcool de prune. Alors donc, Deluxe Hanafuda Deck et Diverging Path, donc nouvelle extension pour 100 Tori. Alors petit projet qui a attiré pour l'instant 550 contributeurs, c'est pas extraordinaire, avec une campagne très courte, 9 jours avant la fin de la campagne déjà. Donc ce qui veut dire qu'on le retrouvera mercredi pour le suivi du menu crowdfunding, puisqu'il abordera déjà sa dernière semaine de campagne. Il a déjà attiré 27 691 €, donc c'est financé quoi qu'il arrive. Et c'est une campagne qui vous propose 2 jeux en fait. D'abord le premier Hanafuda Koikoi, qui est en fait un jeu traditionnel japonais, mais qui est un petit peu remis au goût du jour et qui vous permet, enfin pas remis au goût du jour, mais qui vous permet d'apprendre les règles directement en français comme en anglais également, et qui bénéficie ici en plus des illustrations d'une direction artistique assurée par Vincent Dutray, notre Vincent Dutray national, et du coup forcément c'est à tomber. Parce que qui dit Vincent Dutray dit illustration magnifique, et c'est encore le cas pour Hanafuda. Donc jeu traditionnel qui existe depuis des siècles au Japon, mais c'est l'occasion éventuellement de vous pencher sur son sujet si vous ne le connaissiez pas encore. Et puis également donc l'extension Diverging Path pour le jeu The 100 Tori. Les Tori, ce sont les portes rouges que vous voyez ici devant les sanctuaires au Japon, les plus connus étant celui qui est d'ailleurs ici, à savoir celui de Inari à Kyoto. Et puis peut-être un autre que vous avez certainement déjà vu sur internet ou à la télévision d'ailleurs, c'est une porte rouge, donc une Tori, qui est placée dans la mer devant l'île de Miyajima, à côté de Hiroshima. Donc vous avez certainement déjà vu quelque part. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour le Hanafuda, hein, c'est un jeu très tradi japonais, un petit de set collection, qui est assez sympa. Et qui en plus bénéficie d'une direction artistique à tomber. Et puis donc Diverging Path, l'extension pour 100 Tori, pour lequel il vous faudra bien évidemment le jeu d'origine, sinon ça servira à pas grand chose. Mais bien évidemment, vous pourrez aussi acquérir le jeu d'origine durant cette campagne. Pour le deuxième également d'ailleurs, hein, le jeu Diverging Path, ou l'extension en tout cas Diverging Path, là aussi les extensions sont réalisées, enfin l'extension est réalisée par Vincent Dutray au niveau de l'illustration. Hein. J'ai pas regardé l'auteur par contre, mais les illustrations sont à tomber comme toujours avec Vincent Dutray. Le jeu vous propose 4 nouvelles localisations, 4 nouveaux lieux dans le jeu à explorer, et puis également 2 nouveaux personnages, le Gambler et le Pilgrim, donc le parieur on va dire, et la pèlerin ou la pèlerine, je sais pas si ça se dit au féminin, bref, un pèlerin quoi en gros. Et je vais pas vous en parler plus que ça parce que à vrai dire je connais pas du tout le jeu d'origine, donc à savoir 100 Tori. Donc je vais pas en parler plus que ça, mais ça a l'air d'être assez mignon. Mais cette extension s'accompagne en fait de 2 mini-extensions, donc Matcha donc pour le thé vert japonais, et puis Sake Mini Expansion, donc la mini-extension pour le saké, l'un de ces alcools traditionnels japonais. Ensuite, voilà, les illustrations sont quand même magnifiques, hein, comme toujours avec Vincent Dutray, mais à chaque fois que je les vois, j'ai la mâchoire qui se démonte. Alors donc, Hanafuda, j'en ai parlé rapidement, hein, on va pas passer plus de temps là-dessus, parce qu'en plus c'est un jeu très connu pour tous ceux qui apprécient la culture japonaise. C'est un nom que vous avez certainement entendu quelque part, le Hanafuda, jeu très classique que tout le monde connaît ici. Et puis donc Diverging Path. On passe directement, sachant que je le précise aussi avant de passer à la suite, que pour les deux, les livrets de règles sont disponibles en français pour l'un comme pour l'autre, déjà à l'heure actuelle. Donc vous pouvez aller les consulter désormais sur Kickstarter pour vous faire une idée plus précise de ce que peuvent vous proposer le jeu classique, donc Hanafuda, ou Tori Diverging Path. Dans les deux cas, en français, je répète. Pour Hanafuda, voilà le contenu. Pour Tori Diverging Path, voilà le contenu également. Et on va passer directement au niveau de pledge, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, ça va être assez rapide, parce que j'ai pas suffisamment bossé mon sujet. Alors, pour les bundles, vous en avez 3 différents. D'abord, l'extension plus le jeu Hanafuda. Vous avez aussi l'occasion de prendre l'extension de 100 Tori plus son jeu d'origine, donc pour vous permettre de jouer à l'extension avec le jeu d'origine, parce qu'il le faut nécessairement pour pouvoir y jouer. Et puis finalement, un petit bundle all-in avec le jeu de base plus son extension plus le Hanafuda.
Pour les prix, c'est pas affiché clairement ici, donc on va aller directement ici sur le côté. Alors pour le Hanafuda uniquement, c'est 30 euros. 30 dollars et 30 euros, oui, c'est vrai que maintenant le dollar et l'euro sont exactement au même niveau. L'euro est en train de se prendre une baffe depuis quelques temps. Ensuite, pour avoir l'extension uniquement de 130, c'est 40 euros. Ensuite, 65 pour la totale. Non, c'est pas la totale, pardon, c'est le Hanafuda plus l'extension, d'accord. Ensuite, 75 euros, 75 euros, c'est 75 dollars ou 75 euros pour avoir le total de 130, donc à savoir l'extension plus le jeu de base, bien évidemment. Et puis enfin, pour avoir le all-in que l'on voit ici avec le jeu de base, l'extension plus le Hanafuda, c'est 100 dollars. Pour ce qui est du shipping, si vous êtes en Belgique ou en France, vous êtes dans la zone N ici. Je ne sais pas ce que ça veut dire le N d'ailleurs, mais bref. 16, 18, 20, 22 en fonction du pledge que vous allez choisir. C'est plutôt bien illustré et donc facile à comprendre. Ensuite, pour ceux qui seraient au Canada, c'est dans la zone 2, donc 24, 26, 30, 34, un petit peu plus cher. D'ailleurs, c'est pareil pour nous qui sommes au Japon. Donc pour un jeu qui se base sur le Japon, justement, c'est un petit peu onéreux et c'est bien dommage parce que ne serait-ce que le Hanafuda avec ces illustrations-là, j'aurais bien aimé mettre la main dessus, mais je pense qu'à terme, ce sera peut-être disponible ici en magasin également, on verra. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour la francophonie, en tout cas de ce que je peux en voir. Il y a la Suisse qui est dans la zone 1, donc encore un peu moins cher. C'est rare que la Suisse ait des frais de port moins chers que l'Europe, enfin moins chers que l'Union Européenne en tout cas, donc tant mieux pour eux. Et ma foi, c'est à peu près tout pour la Deluxe Edition donc du Hanafuda, ce petit jeu très très classique japonais avec des illustrations magnifiques, et puis donc l'extension Diverging Path pour The 130. Diverging Path, donc extension, je me répète à nouveau parce que voilà, je suis déjà un petit peu éméché, vous me le pardonnerez. 550 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. Et après la pause boisson, la pause échange de mails avec madame qui est à la clinique et qui se repose. Et tout va bien. Et le bébé aussi. Bon, super. Alors, on continue avec Monster Hunter International The Miniature Games. C'est un petit jeu d'escarmouche pour 2 joueurs et exclusivement pour 2 joueurs, basé sur l'univers de Monster Hunter International. Alors, pas Monster Hunter, le jeu vidéo japonais, pas du tout, mais l'œuvre d'un auteur primé américain, apparemment, qui s'appelle Larry Correia, qui a donc pondu une série de romans, j'imagine, qui s'intitule Monster Hunter International. Et donc, 911 contributeurs à l'heure actuelle, avec 14 jours avant la fin de la campagne, pardon. Et 187 928 euros engrangés déjà. Ça fait une sacrée belle somme pour un nombre de contributeurs assez modeste, même si c'est quand même une belle réussite, qui nous vient de Everything Epic, que vous connaissez peut-être, ils ont déjà pondu plusieurs projets précédemment, mais généralement des projets qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable, sauf peut-être, je crois que c'était quoi? C'était Agents of Smersh, je crois, si je me souviens bien. On peut aller checker rapidement, mais il me semble que c'était bien ça. Les autres n'ayant pas fait de score extraordinaire, mais celui-ci, oui. C'est ça, 3311 contributeurs pour Agents of Smersh, et le reste, c'était quand même un peu plus quelconque. Alors, il y a quelques petits trucs un peu quand même qui ont fait des beaux scores, malgré tout. Mais là, c'est plus du RPG, 2000, 800, 870 pour Rambo, 800, 874. Donc, c'est généralement pas des scores extraordinaires, sauf peut-être Agents of Smersh. Et donc, ils nous reviennent avec Monster Hunter International, qui est donc une IP, comme on dit en anglais, donc une propriété intellectuelle, donc, qui est basée sur une œuvre préexistante. Et vous allez voir, pour un jeu d'escarmouche 2 joueurs avec des miniatures, le plateau est pas extraordinaire, franchement. C'est très 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 gris, très 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 sobre, pour ne pas dire très 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 sombre et très très quelconque. Mais bon, les miniatures sont pas vilaines, c'est basé sur un univers qui pourra potentiellement vous plaire si vous connaissez déjà Monster Hunter International, ce qui n'est pas mon cas en tout cas. Les miniatures sont l'air relativement sympas, pas hyper détaillées, mais sympas. Au-delà de ça, c'est un jeu d'escarmouche, donc vous connaissez un petit peu le truc. Pour les pledges, c'est directement 100$ ou rien. Enfin, si, c'est 10$ éventuellement pour accéder au Pledge Manager, mais c'est tout. Donc pour avoir le jeu en physique, c'est 100$ et ça coûte déjà assez cher. D'autant plus que de notre côté de l'Atlantique, enfin de votre côté de l'Atlantique ou de notre côté du Pacifique, c'est pas un truc très très connu, ce fameux Monster Hunter International. Vous avez aussi une extension, mais pour avoir l'extension, il faut ajouter encore 100$ de plus pour donc 200$, autrement dit le double du prix du jeu d'origine, mathématiques. C'est de la science. Et donc vous avez encore plus donc, de mini avec des extensions supplémentaires pour Franks, Jefferson, Stark, etc. etc. Je vais pas passer trop de temps, j'y connais rien à cet univers, et bon, après les jeux d'escarmouche, c'est pas forcément mon fort non plus. Il y a plein de add-ons, il y a des mini supplémentaires, il y a des t-shirts, il y a des pins, bref, on s'en fout un petit peu, les add-ons sont pas très intéressants en soi.
Rapidement pour les frais de port, pour ceux que ça intéresserait éventuellement malgré tout, ça dépend bien évidemment du niveau de pledge que vous allez choisir, le nom est affiché ici, et puis donc en fonction de ce niveau de pledge, ce sera par exemple pour les Canadiens 25, 35, 25, 25, 40, 55 dollars, pour les Européens 26, 36, 33, etc. etc. Et pour l'Asie, vous le voyez, c'est la rangée qui est ici, enfin la colonne qui est ici plutôt d'ailleurs. Et pour ce qui est de la TVA, elle sera ajoutée dans le Pledge Manager, donc vous devrez ajouter ça de plus, bien évidemment, en frais à payer. Et c'est à peu près tout pour Monster Hunter International. 911 contributeurs à 14 jours de la fin de la campagne. Petite pause boisson. Si vous n'avez jamais essayé le umeshu, ce petit alcool de prune, je vous le conseille, c'est délicieux, ça se boit sans fin. Ce qui n'a pas beaucoup de sens en soi. On continue avec Leviathan Wilds, ou Leviathan Wilds, comme je vais le dire à partir de maintenant, parce que c'est un petit peu galère le TH en plein milieu d'un mot aussi long. C'est un petit jeu qui nous vient d'un primo-éditeur dénommé Mooncrab Games, qui nous vient apparemment de Saint Paul dans le Minnesota, si je ne me trompe pas, ou je me suis trompé de clic, excusez-moi. C'est plutôt ici qu'il faut cliquer, j'ai l'impression. Ouais, MN, je crois que c'est le Minnesota. Et donc 847 contributeurs, 39 465 euros d'engrangés pour l'instant, c'est plutôt un très beau résultat. Et vous allez me dire, mais attends, le projet n'est pas financé, Kevin? Et oui, c'est vrai, il n'est pas financé, mais pour un primo-auditeur, 39 000 euros, 847 contributeurs après 3-4 jours de campagne, c'est quand même plutôt honorable, mais simplement ils ont fixé un seuil de financement relativement honnête à près de 50 000 euros. Et du coup, je pense que ça va financer sans trop de problèmes. Ça va pas faire peut-être 3000 contributeurs, c'est vrai, mais pour un primo-éditeur, c'est pas mal du tout. Ceci dit, on peut expliquer en partie ce début de succès par le fait que ce nouvel éditeur, ainsi que le jeu, les Leviathan Wilds, a été créé par un trio d'anciens employés de Z-Man, qui est un éditeur un peu plus connu, qui a pondu pas mal de projets à succès. Et donc Leviathan Wilds, eh bien, c'est assez surprenant parce que thématiquement et en très petite partie mécaniquement, ça peut se rapprocher un petit peu de Colossus qu'on a vu très récemment sur la chaîne avec une review, avec une expli partie, et puis également dans le menu de crowdfunding de la semaine dernière, le jeu de Youssef Fari, puisque là encore, il va falloir gravir et grimper, mélanger, ça fait des mots bizarres. Gravir au sommet d'un colosse, en fait, tout simplement. Et par contre, je pensais que c'était pour les terrasser, mais non, c'est écrit Save Leviathans, donc en gros, les sauver. Alors pourquoi vous grimpez dessus si c'est pour les sauver? Je comprends pas très bien, mais bref, qu'on s'en fout. En plus de ça, c'est pas très cher, 55 dollars. Bon, 55 dollars. Il y a 7-8 ans, on aurait dit c'est un jeu un petit peu chéro, mais depuis quelques années, et surtout sur Kickstarter et sur GameFound, bref, sur les financements participatifs, sur les plateformes de financement participatif, 55 dollars, c'est pas tant que ça. Et vous allez le comprendre assez rapidement, puisque c'est pas avec un matériel complètement fou. On a ici 4 petits meeples screen printés plutôt classe, plutôt épais qui plus est, avec des petits plateaux avec des joueurs, enfin des plateaux individuels de personnages qu'on pourra incarner, par exemple ici le rouge que vous voyez ici également, et puis également une sorte de cahier, de classeur à spirale, qui est un format que l'on voit de plus en plus depuis 4-5 ans. Je crois que c'était peut-être Ryan Locat qui avait commencé ça avec Above and Below, enfin sa série de jeux de ce genre de titre-là. Et donc ils reprennent un petit peu ce parti pris pour eux, avec donc ce format cahier dans lequel à chaque fois que vous allez tourner une page, vous aurez un colosse différent à aller gravir. Et de ce point de vue-là, c'est assez sympa, assez original. C'est pour 10 ans et plus, c'est coopératif si je me souviens bien, oui c'est ça, 1 à 4 joueurs en coopération. Et puis ce sera pour des parties d'environ 60 minutes, donc 1 heure, assez facile à sortir théoriquement. Petit commentaire de Rado, et justement j'y ai pensé également, Shadow of the Colossus turned into a board game and done wonderfully. Autrement dit, c'est Shadow of the Colossus, mais en jeu de plateau, et c'est fait à merveille. Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense quand on voit en fait de l'ascension de Colosse, on pense automatiquement à Shadow of the Colossus. D'ailleurs, je l'avais mentionné moi-même pour Colossus, le jeu de Youssef Fari, récemment dans ma review par exemple, comme beaucoup d'autres l'ont fait en même temps, puisque c'est vraiment assez évident que c'est un hommage, en tout cas dans le cas de Youssef. Ici, c'est un petit peu plus distancié du jeu d'origine, à mon avis, enfin, du jeu vidéo d'origine, enfin, dont il est issu, on va dire, mais c'est assez clair également qu'il y a un parallèle qui peut être fait. Bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il va falloir gravir différents échelons jusqu'au sommet du Léviathan, qui ressemble pas vraiment à un Léviathan qu'on a l'habitude de voir, mais au sommet du Colosse, via différents pouvoirs, via différents placements de dés, via l'utilisation de certaines cartes qui vous donneront des pouvoirs, l'utilisation de cartes qui vous créeront de nouveaux chemins également, et puis également peut-être parfois l'utilisation de cartes d'alliés qui vous permettront de progresser plus rapidement ou d'éviter de perdre l'équilibre, etc.
parce que oui, vous le voyez avec ce petit gif ici, il y a aussi une notion d'équilibre, il ne faudra pas perdre votre équilibre, et ça aussi, du coup, en soi, c'est un petit peu similaire à ce que l'on peut voir, enfin, similaire thématiquement, mécaniquement, c'est complètement autre chose, mais un peu similaire à ce qu'on a pu voir justement dans Colossus de Youssef Fari, il ne faudra pas perdre son équilibre, parce que si c'est le cas, vous allez morfler bien évidemment. Ensuite, 55$ disais-je pour le contenu que vous apercevez ici, c'est déjà deluxifié. Je pense que la Founders Edition, l'édition des fondateurs en gros, des backers du jeu, sera un petit peu différente et un petit peu, comment dirais-je, avec des composants un peu plus classe, un peu plus qualitatif, disons, que la version magasin quand elle arrivera, j'imagine, avec du matos quand même plutôt propre, plutôt classe, même si c'est pas extraordinaire, mais si ça déborde pas de plastique dans tous les sens et c'est pas forcément plus mal. Le jeu est pas déconnant en termes de matos, on a quand même du bois apparemment, ouais c'est ça, c'est des petits tokens en bois, des dés un petit peu marbrés, c'est plutôt classe et ça coûte 55$ contre 65 une fois qu'il arrivera en magasin, même si bien évidemment il faudra ajouter à ça les frais de port. Alors, continuons rapidement. Je précise également que le jeu n'est pas disponible en français, malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. Vous pouvez d'ores et déjà le tester sur Tabletop Simulator, mais attention, c'est en anglais, mais ça vous donnera un avis, enfin un aperçu un peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus fourni que ma présentation du jour. Ensuite, continuons avec les composants, on les a déjà vus en partie, avec directement les frais de port. D'abord, petit aperçu sur la direction artistique. Il y en a quand même quelques-uns qui sont clairement inspirés, très clairement inspirés par Shadow of the Colossus, très clairement. Après, c'est un peu plus coloré que Shadow of the Colossus, qui lui était quand même plutôt gris, mais gris classe, hein, bien évidemment. Mais c'est quand même assez similaire, même si de ce point de vue-là, je préfère un petit peu la direction artistique de Colossus, donc de Youssef Fari, même si lui il a un seul colosse. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir des extensions avec différents colosses d'ailleurs. Je sais pas si ça permettrait de. Enfin, je sais pas si ça pourrait se faire. Je pense pas en l'état, mais bon, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt joliment réalisé malgré tout. Alors donc disais-je, les frais de port, il faut cliquer ici pour en avoir un aperçu, voilà. Alors pour le Canada, 17$ de frais de port, plus 6$ par copie supplémentaire jusqu'à 3 copies. Donc c'est le moment de faire des petits pledges groupés. Ensuite, pour la zone Europe 1, donc pas la radio, mais la zone Europe 1, ici pour les frais de port, vous avez la France, la Belgique est dans la zone 2, ainsi que le Luxembourg. Donc pour la France, c'est 15$ plus 7 par copie supplémentaire. Pour la Belgique, le Luxembourg par exemple, c'est 20 plus 9 par copie supplémentaire. Pour la Suisse, c'est le Rest of Europe, donc c'est 45,12. Oh, ça pique méchamment pour la Suisse quand même. Désolé pour les amis des hauts plateaux, si jamais ça vous intéressait, ben voilà, paix à votre âme. Et ensuite, pour nous qui sommes au Japon, Rest of Asia, c'est 31,13, c'est pas terrible non plus. Voilà pour ce qui est des frais de port de Leviathan Wilds. C'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Ça va être un jeu plutôt sympa sur le papier, en coop qui plus est, relativement facile à sortir, plutôt accessible, 10 ans et plus. Donc bon, ça pourrait être un jeu intéressant, mais en tout cas pour l'instant, pas disponible en français. On continue avec Planting Evidence, et je crois que c'est un de ces jeux que j'ai présenté il y a un mois et demi, 2 mois. C'est encore un de ces jeux qui fait d'abord un début sur GameFound, puis très peu de temps après, une seconde campagne sur Kickstarter. C'est quelque chose de très nouveau qu'on voit depuis 2-3 mois, je crois, à tout casser, peut-être même moins que ça. De plus en plus, des jeux qui font une première campagne du côté de chez GameFound pour commencer à faire parler un petit peu, pour commencer à financer son jeu avec la production, sans lancer la production, et en enchaînant directement avec une campagne Kickstarter pour faire gonfler le nombre de copies. En fait, c'est malin, c'est vrai qu'on aurait pu y penser avant même que GameFound ouvre ses portes à tous les éditeurs, comme c'est le cas désormais, mais Kickstarter ne permettait pas de faire 2 campagnes sur le même produit. Il fallait nécessairement une extension, une bande sonore ou quoi que ce soit, avoir un ajout quelconque pour pouvoir reproposer également le jeu en plus, en add-on dirait-on. Mais désormais avec GameFound, ils peuvent faire 2 fois la même campagne sur 2 plateformes différentes, et ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, même si c'est généralement pour des projets un peu plus petits. C'est le cas encore pour Planting Evidence, petit jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous allez dévoiler des preuves contre vos partenaires autour de la table pour les accuser d'un crime affreux. C'est à mi-chemin entre le jeu d'ambiance et le jeu de set collection avec un petit peu d'identité cachée, on va dire, ça c'est même pas des identités cachées, mais bref, je vais pas rentrer dans les détails, je l'ai déjà présenté mais ça fait tellement longtemps et je l'ai pas rechecké entre temps parce que je me suis dit je l'ai déjà présenté, donc du coup c'est pas nécessaire d'aller rechecker, mais sauf que la première fois j'étais déjà pas très au point parce que c'est un jeu qui clairement m'intéresse pas, donc on va passer très vite notre chemin. Pour l'instant en tout cas c'est financé, 132 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, 3726€, pas extraordinaire mais bon c'était pas un jeu destiné à faire un gros score quoi qu'il arrive.
Et juste par curiosité, le prix et les frais de port. Oui, mais alors ça m'a posé question tout à l'heure quand je l'ai regardé. C'est qu'il y a une vidéo de la Société des Jeux, avec le jeu ici d'ailleurs, mais je crois pas savoir que le jeu est disponible en français. Donc vous vérifierez, j'ai vu de drapeau français nulle part, donc a priori il n'est pas disponible en français, mais il n'est pas impossible que je me gourre. J'ai pas pris le temps de vérifier, mais en tout cas je ne vois de version française nulle part. Ici il y a bien un drapeau français, mais c'était pour un autre jeu du même éditeur, hein, donc Naughty Squirrels, donc c'est pas le même jeu, donc celui-là je sais pas, très honnêtement je sais pas. On peut peut-être faire un petit tour sur la FAQ après pour regarder. Pour les frais de port, alors c'était ici, donc à Canada 15$. Pour la Suisse, la France et la Belgique également, c'est 20$. Pour le Japon, 32$. C'est pas donné pour un petit jeu de cartes qui devrait tenir dans un colis très 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 petit. Et au-delà de ça, le jeu lui-même, alors ça c'est en print and play. Ça c'est le jeu en physique, c'est 20€. D'accord, 20€ plus 20€ de frais de port. Ouais, c'est pas très très friendly pour l'Europe, on va dire, hein. Voilà pour Planting Evidence, petit jeu qui ne fera sans doute pas histoire de Kickstarter, mais bon, voilà, c'est présenté, c'est fait, 132 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne, et en plus, a priori, c'est pas en français, juste par acquis de conscience, la FAQ, mais je crois qu'il n'y a aucune question disponible pour l'instant. Non, il n'y a pas de question disponible, donc a priori, pas de version française pour Planting Evidence. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est pas non plus le jeu du siècle apparemment. On continue avec League of the Lexicon. Bel objet, bel objet. J'avoue que je comprends en même temps que je ne comprends pas votre réaction dans le sondage de la semaine pour League of the Lexicon. Vous étiez 8, hein, vous étiez 8 ou alors il y a une personne qui a voté 8 fois, je sais pas. Vous étiez 8 personnes théoriquement à avoir voté pour League of the Lexicon. Alors je comprends parce que c'est un très bel objet et en plus dans cette thématique il y a assez peu de jeux qui sont vraiment classe à regarder. Mais d'un autre côté, c'est un jeu exclusivement en anglais pour l'instant et qui se base vraiment sur la connaissance de la langue de Shakespeare, sur l'étymologie, etc. Donc c'est clairement pas un jeu qui va être backé par beaucoup de spectateurs de la chaîne, j'imagine, mais c'est vrai qu'il est classe. Il a pour l'instant attiré 350 contributeurs et il est financé avec près de 30 000 euros pour l'instant, à 10 jours de la fin de la campagne. Donc c'est un beau succès pour Joshua Blackburn. Mais c'est vrai que je suis étonné parce que c'est un jeu qui va reposer beaucoup sur votre connaissance de la langue anglaise. Du coup, on est sur un jeu à 33$, donc 33€ à l'heure actuelle pour le jeu de base, et qui s'enrichira de 2 extensions potentiellement, que vous voyez ici, avec la Slang Edition pour le l'argot, on va dire, et le Global Edition, qui là par contre, je ne sais pas de quoi il traitera en détail, mais apparemment ce sera 14,50$ chaque. Donc, regardons rapidement. Donc, c'est un petit jeu très classieux avec des illustrations vraiment très agréables à l'œil. C'est un petit côté, je sais pas, fin 19e siècle, début 20e siècle au niveau des illustrations. C'est plutôt rétro, c'est plutôt très joli. Et c'est vrai que c'est assez inattendu pour un jeu de ce genre, puisque c'est un jeu de quiz. En fait, vous allez simplement répondre à des questions de différentes catégories, mais ayant toujours attrait à la langue anglaise, l'étymologie, les connaissances sur le vocabulaire de la langue anglaise. Et de ce point de vue-là, je ne pensais pas que ça attirait autant de monde parmi les spectateurs de la chaîne, mais c'est vrai qu'il est plutôt joli. Donc si vous êtes suffisamment compétent en anglais, ça peut être assez fun. Moi-même, je n'ai que le C1, si vous connaissez un petit peu le niveau des CIEP, le cadre européen, cadre international européen des langues, enfin bref, j'ai oublié le terme. Honte à moi. Bref, moi j'ai C1, le maximum étant le C2 en anglais, en A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et même moi qui suis C1, ce qui n'est pas du tout un niveau natif, mais qui est un bon niveau malgré tout, je suis pas sûr de vouloir jouer à ça avec des natifs. Quoique, remarquez, vous regardez ici, il y a 100 cartes de niveau disons, standard et 300 cartes de niveau un peu plus élevé. Donc bon, pour le ticklish par exemple, les cartes de niveau un peu inférieur, pourquoi pas. Et en plus de ça, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'en anglais, les mots savants sont très souvent originaires du français. Ça étonne souvent un petit peu derrière les anglophones quand on parle en anglais et qu'on cherche un petit peu nos mots et qu'on se dit bon, celui-là je vais le tenter, je vais l'angliciser un petit peu à partir du français, et souvent ça marche, mais ça sort des mots savants, des mots un petit peu complexes, et ils ont l'impression qu'on ait un vocabulaire de ouf, alors qu'en fait non, on a juste anglicisé un mot. Là par exemple, vous avez un exemple de question disponible dans le jeu. How many is a myriad? Donc combien de personnes constituent une myriade, mot qui existe pour le coup en français également. Des milliers, 10 000, 100 000 ou un nombre de milliers inquantifiable tellement sont nombreux, en gros. Et c'est vrai que même en français, du coup, je ne saurais pas répondre. Une myriade,
Alors, répondez en commentaire si et seulement si vous n'avez pas consulté Wikipédia ou Google avant, parce que sinon c'est de la triche, bien évidemment. Mais personnellement, je ne sais pas combien d'individus constituent une myriade. Bref, c'est ce genre de questions-là, et en anglais. Donc, il faut vraiment être assez confiant en ses capacités dans la langue de Shakespeare. Mais au-delà de ça, c'est vrai, c'est un très joli jeu, avec une direction artistique vraiment soignée, assez inattendue dans ce registre-là, mais intéressant de ce point de vue-là. Il faudrait que s'il y avait une version française, même si c'est pas mon type de jeu, ou notre type de jeu, Xavier et moi d'ailleurs, pour l'objet et pour le côté un peu original, je pourrais éventuellement le baquer. Quoi qu'il en soit, le prix, je ne crois pas l'avoir vu pour l'instant, donc on va passer directement ici. Alors, il y a différents niveaux de pledge. On a ici le pledge de base à 33€, si c'est bien ça, oui c'est ça, pour le jeu de base. Ensuite, 48€ pour avoir l'une des deux extensions de votre choix, plus 150 cartes downloadables, ça veut rien dire en français, téléchargeables directement, en version digitale bien évidemment. Ensuite, 68€ pour avoir le Pledge Full Monty, pour avoir le jeu de base, plus j'ai l'impression toutes les extensions. Ensuite, 97€ pour avoir deux copies du jeu, plus les extensions, pour pouvoir éventuellement en offrir une ou faire un mini pledge groupé. Et on continue avec le Lexicon Lovers à 177€ pour avoir 3 copies du jeu de base et puis 2 copies des extensions, mais pas 3, assez bizarre. Mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour League of the Lexicon. Jeu assez original, proposition assez originale. Visiblement pas spécialement pour nous, ça va vraiment très très anglophone, quoi, c'est très anglophone centré. Mais c'est un bel objet et c'est assez original. 350 contributeurs, 30 000€ d'engrangés pour l'instant, et il reste 18 jours avant la fin de la campagne. Alors on continue avec Mantle of the Keeper, 170 contributeurs pour l'instant qui ont engrangé 12 260€ sur 17 000 nécessaires, donc on n'est pas encore au financement, et il reste 3 semaines pile, 21 jours avant la fin de la campagne. Petit jeu pour 2 à 4 joueurs, essentiellement basé sur des cartes mais avec quelques miniatures, et il s'agit d'un jeu d'escarmouche, donc pour 2 à 4 joueurs avec des parties très très courtes, parce qu'on est sur 15 minutes par joueur, donc potentiellement 1 heure si vous jouez à 4, ce qui permet de le sortir assez facilement. Il bénéficie en plus de ça d'une direction artistique pas vilaine. Alors les cartes, les miniatures sont pas vilaines, les plateaux moins, mais bon, c'est assez classique dans ce genre de jeu là. Pour le reste, j'avoue que, voilà, encore une fois, c'est partie des jeux que j'ai pas suffisamment bossé pour faire une présentation en détail, mais en gros, pour 14 ans et plus, 30 à 60 minutes de la partie, avec des personnages uniques, avec donc de la symétrie bien évidemment, avec des plateaux de terrain double face, ce qui permettra une plus grande modularité de terrain pour chaque partie, avec apparemment comment dirais-je, un accès assez simple dans le jeu, donc comment dirais-je, un jeu qui est facile à apprendre, mais avec un degré de stratégie assez profond, suffisamment profond pour permettre une grande rejouabilité, et puis également une installation assez rapide. La boîte de base vous coûtera 45$ avec des standees, pas fantastiques, hein, j'aime bien les acryliques par exemple. Les standees en acrylique sont généralement plutôt jolis et sont une bonne alternative aux miniatures. Mais les standees comme ça en carton, c'est généralement pas très très joli, même si au moins c'est directement en couleur, donc ça de tout point de vue là c'est quand même intéressant. Ensuite on a les player boards, donc les plateaux de joueurs individuels avec donc de la symétrie, et j'ai l'impression qu'on a d'entrée de jeu des plateaux double épaisseur, donc c'est plutôt cool pour aller poser les cubes dans les petits renfoncements que l'on voit ici. Ensuite, le reste, c'est essentiellement du carton, des petits cubes, un D6, et puis quelques cartes de référence, donc des aides de jeu en gros. Ensuite, on a une Deluxe Edition, donc une édition deluxifiée, avec cette fois-ci des miniatures pour chacun des personnages. Miniatures qui ont l'air relativement pas mal, si ce n'est que j'ai l'impression que c'est ici des renders 3D et pas des exemples d'impression 3D véritablement déjà conçus. Bon, à voir, mais en tout cas, elles n'ont pas l'air vilaines. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a en plus? Je me demande si ce n'est pas des cartes supplémentaires de compétences. Et puis il y a également 60 cartes de Guardian qui, j'imagine, n'étaient pas présentes dans le pledge d'origine. Oui, c'est bien ça, apparemment. Ensuite, on a aussi une Legendary Keeper Box pour 250 boules. Et là, ça vient s'accompagner de petits sketchs, donc de petits croquis du jeu, donc avant, lors de la conception du jeu. Mais bon, là c'est plus un pledge mécénat, puisqu'il s'accompagne aussi d'un t-shirt, et puis également d'une session de démonstration du jeu sur Tabletop Simulator avec les créateurs. Voilà, les add-ons pour avoir les mini, etc., les t-shirts, etc. Mais bon, ça, on s'en fout très honnêtement. On passe directement aux frais de port, sans passer par le gameplay, un jeu d'escarmouche assez classique, somme toute. Pour le shipping, au Canada, c'est 23, 24, 24 en fonction de votre pledge. Pour la France,
Tiens donc, pour la France, c'est très peu cher, c'est même quasiment l'un des pays les moins chers. 15-15-15, donc ça ne change rien du tout en fonction de votre pledge. Pour le reste de l'Europe, Belgique, Luxembourg par exemple, 20-20-20. Et pour nos amis suisses, 35-36-36. Bon, ça douille un petit peu plus, bien évidemment. Pour nos Japon, ce serait 24-26-26. Voilà, pas grand chose à dire de plus concernant Mantle of the Keeper, petit jeu d'escarmouche pour 2 à 4 joueurs, qui pour l'instant n'a pas attiré les foules, malgré une boîte qui présente plutôt bien. Le reste du jeu est pas fou non plus, pour être tout à fait honnête, mais bon, ça devrait pouvoir financer d'ici la fin de la campagne malgré tout. Bon, vous m'excusez, hein, je reçois bien évidemment des tonnes de messages, donc je réponds et puis voilà. Voilà, c'est une nuisance passée. Je déconne bien évidemment. Merci à tous ceux qui m'enverront des messages, bien évidemment. Death Throne Second Edition, celui-ci est disponible en français. 338 contributeurs pour l'instant, ceci dit, vous le voyez, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est pas non plus ridicule, hein, 26 500 € environ d'engrangés sur 41 000 nécessaires, ça devrait pouvoir se faire, même si ça va pas le dépasser de beaucoup, j'imagine peut-être un 50 ou un 60 000 € d'ici la fin de la campagne. Mais vous le voyez, hein, 338 contributeurs qui vont déjà chercher plus de 26 000 €, c'est que le jeu est déjà assez cher, vous allez voir. Il reste 25 jours avant la fin de la campagne, ça devrait pouvoir financer. Vous vous en doutez, c'est un jeu avec des scénarios, une sorte de jeu inspiré par les RPG à l'ancienne, même dans sa direction artistique d'ailleurs, avec plein de scénarios disponibles, avec des combinaisons de maps, donc de cartes longues comme un bras, avec 6 livres de lore pour expliquer un petit peu le monde de Death Throne, et puis plus de 500 cartes pour cette seconde réimpression du jeu, parce que oui, c'est un jeu qui existait déjà. C'est un jeu qui nous vient de Sharky Games Ltd, qui nous vient d'Angleterre, de Londres plus précisément, et qui avait donc déjà pondu plusieurs projets sur Kickstarter, y compris donc Death Throne ici, 822 contributeurs. Il avait déjà fait une première campagne qui s'était soldée par un échec, puis une seconde qui cette fois-ci avait abouti à un succès, puis encore une autre annulée. C'est assez bizarre. Et puis près de 3 ans après, ils nous reviennent avec donc cette seconde édition du jeu, avec des nouveaux scénarios à l'intérieur, plus de 500 cartes, etc. Et certainement un petit peu du correctif du jeu d'origine également pour le rééquilibrage, j'imagine. Alors c'est un jeu, vous le voyez, des grosses tuiles hexagonales que l'on va devoir explorer, ça ressemble beaucoup à du RPG, ça pourrait aussi s'apparenter brièvement à ce que l'on peut voir sur Euthia, mais en bien moins classe, soyons honnêtes, c'est très très kitsch je trouve, visuellement parlant, la direction artistique est pas ratée, mais je trouve ça très très kitsch, très très années 80 en fait, hein. C'est pas vilain, mais c'est pas très joli. Ça va pas être particulièrement bien produit non plus en termes de tokens. J'ai l'impression que c'est du carton, tout ce qui est plus classique, avec pas un design formidable. Mais bon, ça peut faire le job. Hein, ça en fait peut-être un bon jeu malgré tout, allez savoir. Et donc les différentes tuiles hexagonales que l'on pourra, apposer pour construire nos maps et explorer un petit peu le monde de Death Throne. Pour le reste, on va passer assez rapidement. C'est relativement classique, j'ai l'impression, en termes de mécanismes et de progression dans le jeu. Sachez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le dis à nouveau, que le jeu sera disponible en français, et cela avant la livraison du jeu. Alors, passons directement maintenant au prix. Alors, le scénario pack, si vous voulez uniquement les 11 nouveaux scénarios proposés durant la campagne, c'est 22 livres, ce qui doit être approximativement... Bon, on va passer directement ici. Tiens, je peux même pas le trouver, tiens. Bref, cela va faire en gros... Allez, 27-28 €. Ensuite, on a des Language Update Pack, donc on a des Language Pack pour pouvoir jouer au jeu en français. Ce sera 15 livres, soit environ 18-19 € j'imagine. Y a-t-il un petit peu des résumés de pledge quand même, parce que là pour l'instant c'est assez peu clair. Non, j'ai pas l'impression. En tout cas, vous pouvez le tester aussi sur Tabletop Simulator, pour ceux qui voudraient se faire la main, pour apprendre un petit peu comment on joue au jeu, et potentiellement si ça peut leur plaire ou non. Mais attention, ce sera uniquement en anglais je pense. La timeline, on s'en fout, on va passer directement au prix, donc directement sur le côté, ce sera plus rapide. Alors, donc le Pledge Manager, bon, un livre, on s'en fout. Ensuite, Update Pack, pour ceux qui auraient déjà backé le jeu lors de la précédente campagne, vous pouvez avoir une petite Update Pack pour 12 €. Ensuite, pour 50 livres, soit 59 €, un Early Bird pour la Core Box, donc la boîte de jeu de base avec cette seconde réimpression qui vous permet d'avoir un jeu un petit peu mis à jour, disons, donc certainement un petit peu amélioré également.
Ensuite, à 71 euros, on a la Core Box également, mais cette fois-ci avec le Early Bird qui n'est plus en fait, hein. Le Early Bird d'ailleurs, il est encore actif ou pas? J'ai l'impression que oui, mais je suis pas convaincu. Donc sinon, une fois que le Early Bird sera terminé, c'est 71 euros. Et ensuite, Give Me Everything pour avoir le jeu d'origine, plus les miniatures, plus les, comment dire, les porte-cartes que vous voyez ici, hein, plus le pack de scénarii, 122 euros. Et puis finalement 130 euros pour avoir deux boîtes de base pour faire une sorte de mini pledge groupé ou pour offrir par exemple. Ensuite, le shipping pour la zone Union Européenne, ainsi que la Suisse d'ailleurs, c'est 10 livres, soit environ 12 euros, et pour le Canada, 15 livres, soit environ, j'imagine, 18-19 dollars environ. Voilà, c'est à peu près tout pour Death Throne, cette seconde édition du jeu qui pour l'instant fait pas un énorme score, 338 contributeurs seulement, 26 500 euros d'engrangés, ça va financer je pense, mais un petit peu décevant pour l'instant pour un jeu qui en plus s'offre une seconde édition, donc on pouvait en attendre un petit peu mieux quand même. On continue, nouvelle petite lampée. Voilà, hop, une goutte qui m'est tombée sur le pied, c'est très désagréable. Bref, quoi qu'il en soit, Gadget Greed, a futuristic fast-paced free for all. Celui-là, j'avoue que je l'ai même pas regardé, je le découvre en même temps que vous. 40 contributeurs, ceci dit. Autant vous dire que bon, ça va pas faire un gros score tout ça, hein. Bon, ceci dit, 40 contributeurs, 3183 euros, bon, pourquoi pas, hein, le projet n'est pas financé, mais on n'en est pas si loin, hein, c'est un seuil de financement assez léger, mais vous le voyez, c'est quand même pas joli, hein, loin de là. D'ailleurs, on est assez peu habitué ces derniers temps à avoir des jeux avec un design, enfin une direction artistique aussi... j'ai pas envie de dire des choses trop négatives, mais c'est un peu dégueulasse, soyons honnêtes. Il n'y a pas un chien dans un trombone, hein, c'est pas très joli. Mais bon, c'est un jeu relativement accessible, hein, pour 8 ans et plus, avec des parties entre 15 et 45 minutes pour 2 à 6 joueurs. Apparemment, ça se veut être le jeu le plus populaire de la galaxie. Bon, voilà, ça en dit long. Donc c'est à 25 dollars américains, donc effectivement c'est très abordable, mais en même temps quand on voit la qualité du matos, on se dit, ben ouais, c'est assez logique. C'est un jeu dans lequel on va devoir tuer ou être tué par les autres joueurs autour de la table, avec pour but bien évidemment de rester le dernier survivant au sein de l'équipage, bien évidemment. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus que ça parce que honnêtement c'est quand même pas joli, c'est pas folichon tout ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, très honnêtement, 25 dollars et ça n'a pas l'air d'en valoir beaucoup plus, hein, malheureusement, mais c'est vrai que sur Kickstarter, faut pas lancer un jeu comme ça, les gars. Non, faut lancer un jeu quand même un petit peu plus classe que ça. J'aurais presque pu le dessiner. C'est pas bon signe, parce que moi, quand je dessine un truc, généralement, ça ressemble à rien. Je suis un petit peu au maximum de mon potentiel de dessin avec un stick, en fait, un bonhomme en stick, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, autant vous dire que là, les stretch goals, c'est pas pour tout de suite, on verra. Peut-être que ça va débloquer soudainement des illustrations par Vincent Dutray, mais je pense pas. Alors, continuons. Je n'ai pas vu s'il y avait d'autres pledges, mais juste par curiosité, un niveau de pledge, pas du tout. Mais les frais de port, 25 dollars pour le Canada, le reste 34 pour nous au Japon. Et l'Union Européenne, enfin, most of the EU, donc la plupart des pays de l'Union Européenne, 25 dollars de frais de port. Ce qui en fait un jeu à 50 dollars. Ouais, pas sûr que. Ouais, il y a quand même 40 courageux, mais pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus. En tout cas, pas forcément via le menu crowdfunding. Vous me direz si je me trompe, mais moi je suis pas convaincu. On arrive sur le Roll and Write Print and Play de la semaine. Ah oui, quasiment chaque semaine, on a un petit Print and Play de Roll and Write. C'est le cas cette semaine encore, avec Bluebird Entertainment, 24e projet sur Kickstarter, qui nous revient donc avec Sunshine City. Alors juste par curiosité, parce que j'ai un peu oublié entre temps, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu Bluebird Entertainment? Ah d'accord, c'était eux qui avaient fait Village Pillage avec les plusieurs extensions déjà, mais également Robotopia qui avait annulé, c'est vrai, Cartouche qu'on avait traité l'année dernière. Ok, je connais pas la moitié des jeux, mais bon, c'est généralement pas des jeux qui laissent un énorme souvenir vraiment impérissable, mais au moins Village Pillage a quand même une petite réputation derrière lui. Et donc ils nous reviennent cette fois-ci avec un print and play, donc comme souvent avec les print and play, qui plus est pour les jeux de Roll and Write, c'est pour 1 à 100 joueurs, voire même 150 ou 200, faites une kermesse avec si vous voulez, pour 30 minutes, et donc vous pouvez l'imprimer de chez vous bien évidemment, éventuellement le plastifier pour pouvoir y jouer avec des feutres réutilisables, etc.
Et comme souvent avec les petits print and play, ça coûte très peu cher, 5$, et c'est généralement disponible quasiment juste après la fin de la campagne. Pour l'instant, 768 contributeurs avec 8000€ d'engrangés, ce qui est plutôt un très joli résultat pour un print and play, et il reste presque un mois avant la fin de la campagne. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est pas vilain du tout. Sur le papier, je dis ça parce que c'est un print and play, mais c'est pas un jeu de mots volontaire. Et en plus de ça, bon, ça prend pas beaucoup de risques, on va dire. Pour les print and play en read and write, c'est souvent que ça oscille entre 3, 4, 5, 6€. Donc c'est quand même plutôt très abordable. 5$, c'est pour avoir 4 villes uniques. Donc vous en voyez ici un seul exemplaire, mais il y en aura d'autres disponibles pour une plus grande rejouabilité. Disponible en format PDF, en low ink, donc en noir et blanc, et en full color, donc pour ceux qui auront une fibre plus écologique, ils pourront jouer en noir et blanc, mais bon, si vous plastifiez éventuellement la version colorisée, c'est quand même un petit peu plus sympa, et vous ne l'imprimerez qu'une seule fois, donc bon, quand même c'est plus sympa. De toute façon, vous aurez les deux, hein, choisissez. Et ensuite, pour 12$, donc un peu plus du double, eh bien, vous pourrez avoir l'accès à un Infinite Generator, donc autrement dit, le choix à une sorte d'application, j'imagine, qui vous permet d'aller générer des cartes par vous-même, peut-être, en mélangeant différents éléments de plusieurs cités disponibles dans le jeu d'origine pour aller créer des combinaisons différentes. Et puis ma foi, c'est à peu près tout, je vais pas passer sur les détails. Après, c'est un roll and write, donc il n'y a pas grand chose de nouveau dans le tas. On va évidemment rouler des dés, enfin jeter des dés, brasser des dés, dites comme vous voulez, et puis ensuite prendre note des résultats selon ce que l'on tire. Il y a certainement bien évidemment des choix stratégiques à faire également. Et puis il y a aussi peut-être des petits tokens, mais je vois pas comme. Ah d'accord, il faut utiliser des meeples ou quoi que ce soit qui nous permettent, par exemple des M&M's, qui nous permettent de remplacer des tokens en gros. Ok. Et ma face après tout, on a aussi juste, quand même je le précise, 3 modes de jeu, un court, un médium et un plus long, 30, 45, 60 minutes. Donc j'imagine que ça rajoute aussi un petit peu de complexité, mais aussi de temps de jeu. Mode solo évidemment, comme souvent avec les Run and Writes. On passe directement, il n'y a pas spécialement de frais de port, puisque ce sera envoyé directement évidemment en PDF, donc 0$, 0€ de frais de port bien évidemment, et ce sera accessible très rapidement après la fin de la campagne. Voilà pour Sunshine City, votre petit roll and write en print and play hebdomadaire. On continue avec une campagne qui nous vient directement du Japon, intitulée Laigo Tensho, pour 49 contributeurs pour l'instant. C'est pas un gros score, hein, mais il a été mis en ligne aujourd'hui même. Donc il est arrivé un petit peu en retard comparativement aux autres, donc ça peut se justifier aussi comme ça, mais ça fera pas un énorme score quoi qu'il arrive. Ceci dit, vous le voyez, on est déjà à 250% parce que l'objectif de financement était parfaitement ridicule. 2862€ pour financer, donc évidemment ça finance très rapidement. 50 contributeurs, il reste un mois, même plus d'un mois pour vous pencher sur son sujet. C'est un jeu de confrontation, de baston, mais également de set collection, comme c'est précisé ici, saurez-vous le lire, set collection, c'est écrit en anglais mais en katakana. Donc l'alphabet qu'on utilise pour les mots étrangers en japonais, et donc ici, voilà, c'est votre premier mot en japonais peut-être, c'est écrit Setto Collection, voilà, donc set collection, un jeu de set collection, bon, en français on le dit aussi comme ça, un jeu de collection comment dirais-je, bon, je dis set collection en français aussi, hein, me faites pas chier. Bref, 49 contributeurs, 35 jours, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 7 ans et plus, donc plutôt très accessible, très familial, pour des parties d'environ 40 minutes. Et ça nous vient de Akame, donc c'est pas le nom de l'éditeur ça. Est-ce qu'on peut le trouver? Laigonarium, ok. Bref, Ready Games, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs noms potentiels pour cet éditeur, mais Red Eye Games, j'ai l'impression. Alors là, vous allez avoir peur parce que c'est écrit tout en japonais, bien sûr, mais il y a aussi le Full English Text Here, donc vous pouvez aussi cliquer directement sur ce petit, ce petit bandeau pour avoir accès à la page de Laigo Tensho en anglais. Donc ça reproduit ni plus ni moins toute la campagne Kickstarter, mais en anglais. Donc c'est un petit peu plus accessible pour ceux qui seraient tentés. Donc je vais rebasculer sur Kickstarter. Voilà, vous avez donc 2 éditions, la boîte en noir ou la boîte en blanc. Vous me direz celle que vous préférez. C'est quand même assez kitsch aussi, mais à choisir, je préfère quand même la black version parce qu'il n'y a pas de personnage dessus. J'aime bien quand il n'y a pas de personnage dessus. Et puis également, il y a la petite Tori qu'on a mentionné tout à l'heure pour Diverging Path. Ici, dans l'eau, c'est plutôt classe avec les éclairs. Bon, c'est très kitsch, très années 90, mais bon, pourquoi pas.
Au-delà de ça, vous avez ici 4 personnages que vous pourrez incarner pour vous foutre sur la tronche l'un l'autre. Et j'ai l'impression, via les emplacements que l'on voit, qu'il y a potentiellement, mais potentiellement seulement, de la symétrie. Mais je garantis rien parce que au final, c'est quand même 3 cercles transparents et 2 cercles sur les bordures extérieures. C'est pas garanti. Voilà, je n'aurais pas trop vous dire, mais en gros, c'est un set collection avec des pièces qui ressemblent trait pour trait à ce que l'on voit dans le Mahjong par exemple. D'ailleurs, il y a une disposition similaire au Mahjong qu'on verra un peu plus tard également. Le matos, c'est pas fou. C'est à ça que ça ressemble du coup, et c'est vrai que ça ressemble à du Mahjong. Du coup, vraiment trait pour trait, s'il faut regarder un vrai jeu de Mahjong, pas le jeu de Mahjong qu'on a sur les PC en général quand c'est déjà préinstallé sur Windows, le vrai jeu de Mahjong, ça ressemble un petit peu à ça. Et de ce point de vue, je suis assez curieux de voir à quoi ça ressemble en termes de jeu. De là à le baquer, peut-être pas, mais je sais pas, je vais peut-être essayer de demander un proto pour voir. On verra bien, mais bon, ça peut être pas vilain, allez voir. Allez savoir plutôt. Avec ici des petits composants pour aller supporter les petites tuiles par exemple, pourquoi pas, pourquoi pas. Ils essaient de faire des efforts au niveau de la présentation, c'est pas magnifique, mais c'est pas complètement dégueulasse. Les prix. Les prix. Alors on a ici un Hayawari Standard, donc c'est une sorte de Early Bird à 3900 yens, autrement dit ça doit faire à l'heure actuelle 30 euros approximativement, un petit peu moins de 30 euros. Par contre attention, il y a seulement 10 sets disponibles pour ce Early Bird. Est-il déjà épuisé? Juste par curiosité. Attention parce que le premier commence à 4800. Ah, ça veut dire qu'il est épuisé à mon avis, c'est peut-être pour ça, tout bêtement. Alors, c'était où? C'est un peu plus bas. Voilà, ça épuisé, d'accord. Donc, c'est déjà mort pour le Early Bird. Ensuite, pour le même pledge, mais sans le Early Bird, c'est donc 4800 yens, soit en gros 35-37 euros. Ça dépend du taux de change actuel. Ensuite, vous avez aussi une Kickstarter Gente, donc une édition limitée Kickstarter qui s'accompagne d'un personnage supplémentaire qui vous permet aussi de jouer jusqu'à 5 joueurs. Et puis également un petit playmat pour jouer au jeu, donc c'est pas vilain non plus. Donc ça c'est pour 7300 yens par contre, donc on est plutôt sur du 60 euros maintenant. Hein. Et c'est limité à Kickstarter, attention. Et ensuite, tu as 35% de réduction pour éventuellement l'édition spéciale qui s'accompagne de ce qu'on a vu précédemment avec le 5e joueur, l'extension qui va avec, mais également avec ses composants qui viennent accueillir les pièces que l'on a vues tout à l'heure. Pour 9800 yens, soit environ 70-75 euros actuellement, je pense. Et puis ensuite, on a une version 35 000 yens qui vient ajouter, en plus de ce qu'on a vu précédemment, ce petit bol en bois. Et puis, qu'est-ce que c'est ces petites cartes-là? Là, j'avoue que je saurais pas trop vous dire ce que c'est. Il y en a 5. C'est des cartes en titane, bordel. Titanse Kado Nanajumai. 70 cartes en titane. Ah, du coup, ça expliquerait aussi le 35 000 yens. Parce que 35 000 yens, c'est plus ou moins 250 euros. Mais les cartes en titane, j'avoue que c'est assez rarement vu, si ce n'est jamais vu. C'est osé, c'est osé. Bref, des cartes en titane. Bref, pour le Japon, le shipping est à 11 à 14 dollars. Ça dépendra, j'imagine, de l'état du fret international à ce moment-là. Ensuite, pour l'Europe, 30 à 39. Ça pique un peu. Et même chose pour le Canada. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse. J'avoue que je suis intrigué. De là à aller baquer, je sais pas, la direction artistique est pas vilaine, c'est vrai, enfin pour les personnages en tout cas. Pour les plateaux et les composants, c'est peut-être une autre affaire, mais c'est globalement pas vilain, je suis pas inintéressé. Je sais pas si ça se dit vraiment. Je suis pas de marbre devant ce projet, voilà. Hein, mais, je sais pas, j'ai pas confiance malgré tout, j'ai pas confiance, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez pour Laigo Tencho, n'hésitez pas à checker la page en anglais pour avoir plus de facilité à comprendre de quoi il s'agit. Pour l'instant, mais je le répète à nouveau, il a été mis en ligne ce jour même, donc samedi, donc c'est évidemment assez faible pour l'instant, mais c'est financé. Vous me direz ce que vous pensez de Laigo Tencho. Et du coup, on va pouvoir maintenant se lancer sur les gros projets de la semaine. Hop, petit coup de méchou. Il n'y a plus de glaçons. Mais bon, c'est quand même bon. Premier gros projet de la semaine, il s'agit de Moon, et bien évidemment c'est un très joli succès, c'était couru d'avance puisque ça nous vient de Sinister Fish Games que vous connaissez peut-être ou que vous avez reconnu en voyant le format de la boîte de Moon, puisque c'est l'éditeur de 2 autres jeux au format similaire, à savoir Streets et Villagers.
Également Great Scott, mais celui-ci est beaucoup moins connu, il avait fait 564 contributeurs il y a déjà un certain temps. Par contre, Villagers avait fait 14 351 contributeurs, puis Streets 8800 environ, avant le retour de Villagers pour une extension qui avait fait 9000 contributeurs. Alors oui, attention, parfois je vous mets en garde vis-à-vis des projets qui font l'objet d'une campagne secondaire, d'une campagne d'extension, avec moins de contributeurs que la première campagne. C'est vrai qu'en général, c'est pas très bon signe quand le jeu d'origine est backé plus que le jeu, enfin plus que l'extension qui elle-même propose le jeu de base aussi en termes de contribution. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes, je ne sais pas ce qu'il en est pour Villagers, je crois que les retours sont pas mauvais, il me semble que sur BGG il était à 7,5, un truc comme ça. Je vais la regarder en même temps mais sur une autre page, comme ça vous ne le verrez pas, voilà, c'est un secret. Villagers, juste par curiosité, alors Villagers est à 7,2 sur Kickstarter, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal malgré tout. L'extension Shifting Season, je ne sais pas s'il est déjà livré. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, comme on a dit, c'est pas encore livré tout ça. Quoi qu'il en soit, ils reviennent donc avec Moon cette fois-ci. 4103 contributeurs en l'espace de 3-4 jours, c'est pas mal. Je suis pas sûr qu'on ira casser les 10 000 contributeurs malgré tout, mais 236 000 euros d'engrangés, c'est quand même un très beau résultat. Et en plus de ça, vous le voyez, la direction artistique est fidèle aux deux précédents opus de l'éditeur, et également les composants en bois disponibles qui sont plutôt classe, avec une petite extension fournie d'entrée de jeu avec la campagne de base, intitulée Valkyrie. C'est un jeu de pick and pass base building game. Donc c'est un jeu de pick and pass. Alors c'est une mécanique dont j'ai pas trop entendu parler, mais est-ce que ça s'apparente à du drafting? Je sais pas, on verra. Building game, donc on va construire sa base lunaire, et c'était pour 1 à 5 joueurs. C'est évidemment le même créateur que pour Villagers et Streets. Je pense que c'était assez évident. Ça se joue en 90 minutes environ pour 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible en termes de règles, et vous le voyez, il partage exactement le même format que les deux précédents jeux, donc à savoir Villagers et Streets. Alors, revoyons un petit peu les mécanismes. On nous dit que donc c'est du pick and pass card drafting. Donc c'est bien ça, c'est du drafting. Ok. Donc on va pick et pass. Donc on va choisir une carte, on va passer le reste de notre main au personnage suivant, qui va à son tour drafter une carte, etc. Et c'est ainsi qu'on va commencer à construire notre base et développer nos infrastructures et notre moteur de production de ressources sur la Lune, sur 3 différentes époques. Le but final étant d'avoir la base la plus populaire, c'est assez bizarre comme façon de dire, mais j'imagine parce que on va aller terraformer un peu la Lune pour la rendre habitable peut-être. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, et du coup il faudrait être la base la plus populaire pour espérer l'emporter. On a donc l'extension Valkyrie qui est offerte pour tous les backers gratuitement et qui sera vendue ensuite 10 livres, donc environ 12-13 euros, lorsque le jeu atteindra la boutique, enfin lorsque l'extension atteindra la boutique. Les pledge levels, on a donc un premier niveau de pledge à 30 livres, soit je sais pas, environ 37-38 euros environ, pour le jeu de base avec les tokens, etc. en carton. Petite pause parce que ma femme me contacte. Ok, tout va bien. Je répondrai juste après avoir traité Moon. Il n'y a pas de problème, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de problème, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas complètement non plus insensible à la condition féminine de ma femme. Tout à fait, voilà. Faut que j'arrête de boire. Je fais tout seul, ça fait très très solitaire, ça fait très solitaire de boire, de picoler un petit peu tout seul pour célébrer la naissance de son fils qu'on ne pourra pas revoir avant 5 jours. Et sa femme bien évidemment, parce que voilà, Corona oblige. Règle la con. Hop, 40 livres, soit environ 52 euros j'imagine, pour avoir le Moon Super. Donc autrement dit, le même jeu que tout à l'heure, mais avec les petits tokens en bois plutôt qu'en carton. Ici vous les voyez en carton, ici vous les voyez en bois. Visuellement là ça fait pas une grosse différence, mais c'est quand même un confort supplémentaire bien évidemment. Ensuite, continuons avec le Pledge Moon Full à 58 livres. Là je pense qu'on va aller taper vers les 70 euros environ, pour avoir la même chose que ce qu'on a vu précédemment, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? On aura des sleeves, d'accord, donc des protège-cartes, donc plus de 250 protège-cartes, et puis les stretch goals qui accompagnent le reste, bien évidemment. Valkyrie, alors la petite extension qui ajoute son petit plateau, voire même ses 2 petits plateaux supplémentaires, j'imagine, et des decks de cartes. Ok, on verra ce que ça ajoute. Également des cartes supplémentaires pour votre base. Ok. Les stretch goals vont ajouter de nouvelles cartes également, peut-être certaines. Oui, c'est ça, mais ça sert pour l'édition Deluxe. On le voit ici, Deluxe Upgrade par exemple. Donc certaines
certains stretch goals seront disponibles dans des niveaux de pledge différents. Il faudra aller regarder dans le suivi du menu crowdfunding lorsque son heure sera arrivée. On peut aussi ajouter les anciens jeux de l'éditeur en add-on. Ensuite, le How to Play, on passe un petit peu de temps dessus, ça reste quand même un des gros projets de la semaine, donc on va le traiter un petit peu. On aura une phase de production, une phase de construction, une phase de scoring, aussi relativement classique à ce niveau-là. Les cartes d'expédition également, qui vous offriront des actions gratuites, des actions supplémentaires à accomplir durant votre tour. Vous avez ici toutes les cartes d'expédition disponibles pour l'instant, peut-être que d'autres s'ajouteront via les stretch goals, à voir. Ensuite, vous avez un petit aperçu des structures et des bâtiments que vous pourrez aller construire sur votre base. On pourra apparemment aller apposer des cartes sur d'autres cartes tout en laissant afficher certains logos pour aller former du set collection, donc pour aller faire des combos, j'imagine. Et puis ensuite, on a du scoring, bien évidemment, avec certaines icônes qui vous permettront d'aller prendre ou non en premier ou en seconde position tel ou tel, je vais dire achievement en anglais, mais accomplissement pour aller gagner des points, par exemple. Voilà, je vais pas passer trop de temps parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui, mais j'ai un petit peu honte, donc je me répète plusieurs fois. J'ai pas suffisamment bossé cette semaine pour présenter ça suffisamment en détail. Pour le shipping, France, 10 livres, donc en gros 12 € de frais de port. Ensuite, pour la Belgique, mais également le Luxembourg et la Suisse, pour ce qui est de la zone francophonie en Europe, c'est 12 livres, donc un tout petit peu plus cher. Canada, 14 livres. Pour nous, au Japon, 18 livres. Ok. Et je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est de la francophonie. Ouais, c'est à peu près tout. Ok. Voilà, c'est tout pour Moon, avec cette extension offerte dans le tas, hein, Valkyrie. 4103 contributeurs pour l'instant, c'est plutôt un très beau début de campagne, même si je doute qu'ils atteignent quand même l'énorme succès qu'avait été Villagers lors de sa première sortie sur Kickstarter. Mais bon, on verra ça dans 2 semaines lorsque le jeu arrivera dans le suivi du menu crowdfunding pour analyser un petit peu son score final ou presque. En tout cas pour l'instant, 236 000 € d'engrangés, c'est quand même pas mal du tout. On enchaîne avec Taverns and Dragons, le nouveau ou vrai faux nouveau jeu de Lord Raccoon Games. Alors ne vous y fiez pas si vous ne connaissez pas, Lord Raccoon Games c'est un éditeur français qui nous vient de Paris. Et quand je dis vrai faux nouveau jeu, c'est bien que Taverns and Dragons avait fait l'objet d'une campagne sur GameFound il y a 6, 7, 8, 9 mois, j'ai oublié, qui s'était soldée sur une annulation, pas sur un échec mais sur une annulation parce que le projet ne décollait pas suffisamment. Du coup ils ont transformé l'essai cette fois-ci sur Kickstarter puisque c'est financé, 38 000 € de financer sur 20 000 nécessaires, donc on est largement financé avec 933 contributeurs, c'est un joli résultat. C'est vrai que la campagne sur GameFound avait été une assez grosse déception, vous savez que c'est un éditeur qui en est à son 2e jeu, vous le connaissez peut-être d'ailleurs pour The Last Bottle of Rum, qui avait fait son apparition sur Kickstarter, puis qui est désormais disponible en boutique je crois, qui a fait 2000 contributeurs presque, donc un très beau succès franchement. Et donc, Lord Raccoon Games nous revient avec Taverns and Dragons, qui lui aussi possède une très belle direction artistique, comme vous pouvez le voir. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 60 minutes la partie, pour 10 ans et plus. Autrement dit, ça s'inscrit dans la même gamme, on va dire, que The Last Bottle of Rum, c'est-à-dire un jeu relativement accessible et familial, mais qui ne manque pas d'une certaine profondeur également, et qui le rend particulièrement intéressant. C'est un jeu de placement de dés et de déplacement de workers, donc de déplacement d'ouvriers en gros. Vous allez déplacer vos petits meeples, qui sont d'ailleurs adorables, sur une map, pour un jeu family friendly, donc un jeu familial pour 1 à 5 joueurs avec donc un vrai mode solo. Direction artistique toujours très sympa, comme c'était le cas précédemment pour The Last Bottle of Rum. J'imagine que c'est la même patte artistique, le même illustrateur ou la même illustratrice d'ailleurs, qu'en sais-je. Mais en tout cas c'est plutôt très joli, et vous le voyez, la présence sur table est pas dégueulasse, même le plateau qui est déjà un petit peu partiellement caché ici est plutôt très joli. Vous avez ici les plateaux individuels de joueurs que vous apercevez, les composants, les dés multicolores qui sont plutôt très jolis également. Tout ça est plutôt très frais, très sympa, un petit peu comme The Last Bottle of Rum, c'était la première impression que j'avais eue d'ailleurs pour ce premier projet qu'ils avaient fait, c'est-à-dire très frais et très joli. Le pledge de base, 45 €, avec donc ce plateau central que l'on voit ici, qui est plutôt joli avec les différents emplacements. Ensuite, 8 tuiles de lieux qui seront disposées sur les petits carrés que vous voyez ici, j'imagine.
qui seront également gonflés jusqu'à 10 cartes enfin 10 tuiles pardon, de lieu grâce au backer. On aura 2 cartes supplémentaires. Ensuite, 20 cartes de héros, là aussi plutôt joli, plutôt très cartoonesque, mais très sympa, très joliment réalisé, on va dire, avec donc pour chaque héros, bien évidemment, un pouvoir particulier, une compétence particulière, peut-être un nombre de points différents également. Ensuite, 20 cartes de recettes, puisque dans ce jeu, vous allez eh bien, écumer les tavernes, hein, comme le nom l'indique, hein, Taverns and Dragons. Vous allez écumer différentes tavernes pour aller, je crois, faire la meilleure recette pour le roi du royaume en question. J'ai un peu oublié le thème. Le thème n'est pas spécialement très important pour le coup, mais il est joliment réalisé en tout cas. Les plateaux de taverne que vous voyez ici. Ensuite, les petits meeples en screen print qui sont plutôt très mignons. Ils sont même carrément agréables, soyons honnêtes. Les dés sont plutôt très jolis aussi, avec de belles couleurs. Ensuite, les 5 dragons, donc la deuxième partie du titre du jeu, hein, Taverns and Dragons, les fameux dragons sont ici, avec leurs standees géants, ils ont des très jolis standees. Ensuite, les dés noirs de chasse aux dragons, j'imagine d'ailleurs, les cartes de mission, les cartes d'événements qui pourront, j'imagine, venir impacter chacun des tours de jeu pour aller bouleverser un petit peu le déroulement, les gemmes et les marqueurs, les tokens, etc. Ensuite, on a aussi une sorte de mini-extension Sneak Goblin qui est exclusive à Kickstarter, qui vient s'accompagner d'encore un peu plus de matos et certainement vient ajouter quelques actions supplémentaires, quelques mécanismes supplémentaires qui viennent ajouter un petit peu de profondeur et de rejouabilité à l'ensemble. Le solo mode également, qui est pour l'instant en noir et blanc. Est-ce que ça a un sens particulier? En tout cas, ce sera une exclusivité à Kickstarter également. Voilà. Pour ce qui est des différents mécanismes de jeu mis en œuvre pour Taverns and Dragons, eh bien vous allez brasser les dés bien évidemment au début de chaque tour, au nombre de 5, ils seront 5 dés que vous allez lancer, et ensuite vous allez placer chacun de ces dés, soit pour aller gagner de l'or, pour aller gagner de l'énergie, ou pour aller déplacer l'un de vos minions, l'un de vos petits meeples, ou encore pour aller concevoir une recette. Ensuite, vous pourrez collecter les ingrédients justement en déplaçant vos petits meeples, comme vous le voyez ici, ce qui vous permettra, je parle trop vite, d'aller recueillir certains ingrédients pour ensuite concevoir des recettes. C'est ce qu'on voit ici, Cook Tasty Recipes. Donc vous allez apposer les ingrédients que vous aurez collectés sur les recettes nécessitant les 10 ingrédients pour pouvoir la concevoir et gagner les points qui vont avec, bien évidemment. Ensuite, vous pourrez aussi visiter différents lieux avec différents effets de lieux, comme vous pouvez le voir ici notamment. Et ensuite, vous pourrez partir à la chasse aux dragons, parce que pourquoi on ne pourrait simplement pas cuisiner? Il faut aussi se taper des dragons comme ça, hein. Peut-être parce que le dragon possède certains ingrédients secrets, allez savoir, j'ai pas fouillé suffisamment, et ça fait trop longtemps que j'avais traité le jeu sur GameFound, donc j'ai un petit peu oublié. Et pour ce faire, bien sûr, pour partir à la chasse aux dragons, vous pourrez aussi engager de braves héros et héroïnes pour vous assister dans votre quête, bien évidemment. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le livret de règles, j'imagine qu'il sera disponible en français comme en anglais, en tout cas j'imagine. Je crois d'ailleurs que j'ai passé peut-être un peu trop rapidement le haut de la campagne, il y avait peut-être... je pense. Oui, c'est ça. Cliquez ici pour voir la version française. J'aurais dû le dire de but en blanc, bien évidemment en début d'intervention, mais comme c'est un éditeur français, vous pouvez avoir l'ensemble de la page disponible en français. J'imagine que c'est un renvoi vers leur site, oui c'est ça, lordraccoons.fr. Ok, donc vous le saurez. Allez checker leur page pour avoir le tout en français. Les stretch goals, on passera dessus dans le menu, dans le suivi du menu crowdfunding quand le jeu atteindra sa dernière semaine de campagne. Pour le reste, vous avez également une vidéo, même 2 vidéos en français actuellement. Ça, c'est le renard... j'ai oublié, le renard comment déjà? Désolé, on va aller checker tout de suite. Le renard ludique, tout bêtement. Le renard ludique qui en a fait une vidéo de présentation, ainsi que notre cher Nix qui en a également fait une vidéo très récemment avec une update comparativement à la première édition sur GameFound. Ensuite, continuons notre exploration avec le shipping, sachant que j'ai pas vu les prix du jeu lui-même, donc on va descendre directement ici pour aller plus vite. Bon, ça tombe bien, il n'y a qu'un seul niveau de pledge, et ensuite c'est un groupe pledge pour 6 copies du jeu. Mais si vous voulez uniquement le jeu lui-même sans ajouter de copies supplémentaires pour un pledge groupé quelconque, ce sera 45 €. C'est quand même pas très cher là encore. Le matos est plutôt qualitatif, il n'est pas extraordinaire parce qu'on n'est pas sur des tokens en bois ou en plastique, etc. On est beaucoup sur du carton, etc. Mais c'est très joli et c'est plutôt qualitatif. Et le tout pour 45 €. Ensuite, pour ce qui est des frais de port,
pour la France, la Belgique, le Luxembourg ou encore la Suisse, c'est du 13 € de frais de port. Ok, ça fait un jeu à 58 €. Potentiellement, ce sera un peu moins cher en boutique, mais il contrebalance ça avec certaines exclusivités comme le mode solo par exemple, ou le Green Goblin, j'ai oublié son nom, qu'on a vu précédemment également. Pour le Canada, c'est 16 $. Et ensuite, pour nous qui sommes au Japon, c'est 20 $ de frais de port, c'est un petit peu plus cher encore. Mais on n'a pas de TVA en contrepartie. Quoique si c'est un projet français, a priori, il n'y aura peut-être pas de TVA à payer par-dessus. Non, tous les prix contiennent la TVA d'ores et déjà. Donc pas d'ajout de mauvais augure dans le Blade Manager par la suite. Voilà pour Taverns and Dragons, joli petit projet qui pour l'instant s'approche timidement des 1000 contributeurs, mais ça devrait pouvoir se faire d'ici demain, je pense. Lorsque vous verrez la vidéo, on aura certainement dépassé les 1000 contributeurs. J'en mets mon ongle à couper. Voilà, je suis pas très amateur de risque. 19 jours avant la fin de la campagne, 40 000 € presque d'engrangés. On continue avec Isle of Trains All Aboard, un petit jeu, petit par la taille, petit par le format, mais qui a l'air vraiment très très sympa. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez construire votre moteur en fait, tout simplement. C'est un jeu d'engine building, et du coup ça va bien avec la thématique, qui a déjà attiré 1600 contributeurs et 50 000 € à 25 jours de la fin de la campagne pour Dranda Games, dont c'est le 3e projet sur Kickstarter. On va tout de suite aller voir les 2 premiers parce que je ne crois pas me souvenir de cet éditeur, pourtant je suis déjà abonné. Ah si, d'accord, c'est eux qui avaient fait Solar Storm et Solar Sphere plus récemment. Le premier, j'étais pas encore sur YouTube je crois, mais le deuxième on l'a traité l'année dernière, je m'en souviens. D'accord, donc aucun rapport avec les 2 premiers, par contre pour ce coup-ci c'est un jeu beaucoup plus mignon et beaucoup plus contenu en termes de matériel également. Ceci dit, vous le voyez, on a déjà des petits meeples adorables en screen print qui ont l'air vraiment très 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 sympa. Et le tout, vous le voyez déjà, pour 23 $. Alors, donc petite boîte, pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, 12 ans et plus, d'engine building, par les créateurs de Eminem Dorman et Bomb Squad. Je ne connais pas le deuxième, le premier je le connais de nom exclusivement, mais il a plutôt bonne réputation. Et vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien, on a différents meeples qui représentent autant de voyageurs qu'on va devoir déposer dans telle ou telle zone qui sera amenée à varier en fonction de la partie. J'imagine qu'on pourra réorganiser en partie peut-être, ou pas. Faut voir, j'ai l'impression que les zones sont quand même bien définies. La carte, le monde en fait de Isle of Trains. Je ne sais pas si elles seront vraiment réorganisables ou pas. J'ai l'impression que c'est quand même une carte très cohérente tout ça. Vous demanderez à Nyx, oui parce que je le dis d'emblée, Nyx en a fait une vidéo là aussi pour présenter le jeu avec la version physique en vous expliquant un petit peu les mécanismes et ainsi de suite. Sachez que le jeu sera disponible en français grâce à Bad Boom Games dans sa version Deluxe qui plus est. Donc c'est également une raison supplémentaire pour vous y intéresser. Le livret de règles sera aussi disponible en d'autres langues, mais ça, on s'en fout, ça ne nous concerne pas. On continue, donc plus de 130 composants viennent accompagner la boîte du jeu. Cette carte de tuiles, enfin cette carte de tuiles, non pas ça n'a aucun sens, cette carte d'île, excusez-moi, c'est l'alcool qui commence à parler, et j'aime bien avoir des bonnes excuses quand je commence à perdre toute capacité d'élocution. Et du coup j'en mets une couche. Ensuite 15 cartes de moteur, ensuite 9 cartes de hopper, je sais pas très bien ce que c'est, peut-être des chariots, 9 cartes de tanker, 9 cartes, oui, c'est des cartes, mais c'est des cartes de voiture, de box, donc de, comment dirais-je, de compartiment, on va dire. Ensuite, 9 voitures de coach, donc de transport d'individus, on va dire. Ensuite, 9 cartes de caboose, ok, je sais pas du tout ce que c'est par contre là. Et 9 cartes de bâtiments également, et puis une pour la version Deluxe, Future Train Promo Card, donc une carte promotion avec une locomotive un peu classe. Ensuite, on a plus de 18, donc quoi, 19, 20, je sais pas, meeple, screen printé d'entrée de jeu, et ils sont très très jolis. Voilà pour la version de Deluxe en tout cas. Après, vous avez tout le matériel qui reste encore, je vais pas tout dévoiler non plus. L'édition Deluxe, avec donc les petits, les petits passagers qui ne sont plus des petits tokens en carton, mais des meeples screen printés. Donc la version Deluxe vaut vraiment le coup, je pense, c'est quand même bien plus agréable. Et en plus de ça, vous avez cette fameuse carte de locomotive en plus, et le sac qui est un peu plus grand aussi pour la version Deluxifiée. Ensuite, passons les stretch goals, on en parlera plus tard. Que peut-on dire de plus sur ce petit jeu ?
Les rewards, ok, donc 23 $, ça on l'a déjà mentionné, et 29 $ pour le Operator Pledge, qu'est-ce que ça vient de nous ajouter de supplémentaire? À 23 $, on avait Get It Before Retail, donc l'avoir avant la sortie en boutique, Directly Support Run the Game, donc soutenir l'éditeur, et également les stretch goals de la version boutique. Ok. Et dans l'édition Operator Pledge, on a en plus de ça les 18 meeples en screen print. Ok. Le sac plus grand. Ok. Donc c'est l'édition deluxe comparativement à l'édition boutique. Ok, pas de souci. Ensuite, on a aussi un Conductor Pledge pour 44 $ qui s'accompagne en plus de ce qu'on a vu précédemment d'un joli petit playmat. Ensuite, les add-ons avec le playmat lui-même pour 15 $. Et puis c'est à peu près tout. Le How to Play, on a donc deux actions disponibles à chaque tour, alors que le GIF ne veut pas charger. Si, ça y est. On a d'abord une action de pioche. Vous allez prendre une carte face cachée dans votre display. On va donc prendre une des cartes déjà visibles ou la première du deck, qu'on la voit ici rapidement. Ensuite, on va faire une action de build, donc de construction, qui va nous permettre d'aller bien ajouter des cartes à notre train, en fait, tout simplement, que ce soit en termes de locomotive ou de voiture à l'arrière, par exemple. On va upgrader certaines cartes, d'ailleurs, en les apposant par-dessus d'anciennes cartes, également. Et puis, on va également charger, entre guillemets, un load, on va charger notre train de passagers pour ensuite aller les déposer dans certaines zones pour aller y gagner des points de victoire. En plus de ça, on aura un petit mode solo également. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger le livret de règles, mais attention, pour l'instant, je crois qu'il ne sera disponible qu'en anglais. Vous pouvez aussi déjà télécharger le jeu en print and play pour le tester par vous-même, ce qui est quand même plutôt agréable, c'est un format qui s'y prête bien, il faut dire. Et vous pouvez aussi le tester sur Tabletop Simulator à choisir, même si j'aime pas beaucoup les versions numériques, j'aurais tendance à préférer Tabletop Simulator parce que je n'aime pas le print and play en fait, tout simplement. J'aime pas Tabletop Simulator et j'aime pas le print and play, désolé. Ensuite, continuons un petit peu. Alors, on va aller voir directement, je pense, les frais de port. Attends des vidéos en français, je l'avais déjà dit tout à l'heure pour Nyx. Est-ce que c'est la seule? J'ai l'impression que oui. Oui, c'est la seule, ok. Donc, continuons. Voilà, le shipping, le frais de port. Ensuite, pour la zone Union Européenne, la TVA ne sera pas ajoutée, elle est déjà contenue dans le prix du jeu. Ça, c'est plutôt agréable. C'est pareil d'ailleurs pour l'Asie. Alors, pour Union Européenne 1 et 2, d'accord, on a deux zones. On va aller voir directement. Belgique et France sont dans le 1 et tous les autres, donc par exemple le Luxembourg notamment, seront dans la zone 2. Ok. Donc 6 ou 9 € en fonction du niveau de pledge que vous allez choisir. Pour le Canada, 11 à 19. Et pour nous, on doit être la zone APAC. Mais laquelle des deux du coup? La zone 2 pour le APAC au Japon. 19, 26. Ouais, c'est le prix du jeu en plus quand même. C'est dommage. Mais en tout cas, voilà pour Isle of Trains qui devrait théoriquement en plus être livré d'ici décembre prochain. Donc livraison rapide en théorie. Reste à voir s'il y a un retard potentiel ou pas. Voilà pour Isle of Trains, joli petit projet cette semaine avec 1616 contributeurs à ce moment, au moment où j'enregistre la vidéo. Il reste 25 jours avant la fin de la campagne. Et on termine cette semaine, dernière petite lampée, avec Hijacked. Un jeu illustré par The Miko, le célèbre illustrateur de notamment les architectes du Royaume de l'Ouest et compagnie, tout le jeu de cette série-là. Hijacked est un petit jeu qui nous vient d'un primo-éditeur qui se nomme plutôt Greenest Games, qui a une démarche un petit peu écolo en plus de ça, Eco-Friendly Games, d'ailleurs vous le voyez ici. C'est son premier projet sur Kickstarter, et pour l'instant c'est pas un énorme succès. On pourrait penser qu'avec un illustrateur de renom tel que celui-ci, le jeu aurait pu attirer plus le regard. Bon, pour l'instant, on est à 430 contributeurs, 19 000 € d'engrangés, c'est financé assez largement. Le jeu est disponible en français, raison de plus pour vous y intéresser. Mais pour autant, ça fait pas tellement parler la poudre. C'est un petit jeu pour 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 20 minutes par joueur. C'est un jeu semi-coopératif de placement de dés qui se déroule dans un futur proche, dans les années 2050. Époque à laquelle un avion est pris en otage et vous allez devoir essayer de libérer les otages en perdant le moins en chemin bien évidemment, en vous rapprochant petit à petit de l'avion pour libérer les otages qui s'y trouvent, le tout en utilisant ce mécanisme de placement de dés. Sachez également d'entrée de jeu que la TVA est déjà incluse dans le prix du jeu, donc pas d'ajout de TVA dans le Pledge Manager. Je le disais donc, c'est un jeu semi-coopératif de placement de dés, ça se veut être un Eurogame.
un jeu dans lequel les joueurs vont prendre la place de négociateurs d'otages en 2050, d'où l'aspect un petit peu futuriste de certaines des illustrations présentes ici. Alors moi je vous le dis de but en blanc, The Miko en termes d'illustrateur ça n'a jamais été mon fort. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne comprends pas la popularité de cet illustrateur. Je viens de lâcher un petit postillon. Désolé. Donc du coup, je comprends pas, pour être tout à fait honnête, je trouve ces dessins pas jolis en fait. Les bâtiments, ça va. Les persos, franchement, alors je reconnais que bon, ça c'est assez unique, on reconnaît tout de suite un dessin de Miko, mais je trouve ça pas beau en fait. Enfin, vous m'expliquerez. Vous m'expliquerez. J'y connais rien en dessin, hein, donc je juge pas. Hein. Je suis pas capable de faire le tiers du quart de la moitié de ce qu'il fait, mais j'avoue, je comprends pas pourquoi c'est si populaire que ça. Quoi qu'il en soit. Qu'y a-t-il dans la boîte? Eh bien, il y a donc ce plateau central que vous apercevez ici, avec 4 zones qui vont de 1 à 40. J'imagine que c'est les points possibles pour les 4 joueurs autour de la table, peut-être. Ou alors ça reprend des choses différentes, mais j'ai pas l'impression. Hein. On voit des personnages affiliés à une couleur en particulier, donc je pense que c'est les 4 joueurs autour de la table. Ok. Ensuite, on a les emplacements pour des cartes, avec des emplacements pour des dés, également des tuiles. Et puis ici, on va ajouter des meeples d'otages et également de terroristes, on va dire, quoi, en gros. Vous aurez également 60 passagers uniques qui auront, vous le voyez, des petites propriétés particulières les uns des autres, avec des couleurs différentes, des logos différents, des pourcentages différents également. Ensuite, 5 tuiles de hijackers, donc des preneurs d'otages, qui eux aussi auront leurs propres statistiques. Ensuite, on aura des tokens de demande. Est-ce que ce sont les demandes des preneurs d'otages, justement, peut-être? Et puis tout un tas de petits tokens par derrière, ainsi que les meeples de passagers, les dés qui vont être nécessaires pour le mécanisme central de placement de dés de ce jeu. Ensuite, le livret de règles est disponible en anglais pour l'instant uniquement, malheureusement, mais vous pouvez aussi tester le jeu sur Tabletop Simulator, donc pour la version numérique, pour vous faire un premier avis potentiellement. En tout cas, un petit jeu semi-coopératif avec une thématique assez originale, dans un univers un petit peu futuriste. C'est pas inintéressant sur le papier. Reste que la direction artistique me repousse toujours à chaque fois que je vois The Miko, et pourtant il est très populaire. Donc ça doit venir de moi. J'ai le nez qui me démange depuis tout à l'heure, c'est vraiment dérangeant. Quoi qu'il en soit. On continue. Alors way back now, parce que vous allez recevoir d'abord une carte exclusive signée par l'illustrateur. Ça nous en fait une belle. Ensuite, upgrade the game through stretch goals. Ouais, donc vous aurez les stretch goals que vous allez aider à développer, mais bon, ça sera pareil pour les gens qui l'auront ensuite en retail, j'imagine. Ensuite, une qualité eco-friendly, donc dans une démarche écologiste des composants, sachant que la version retail et la version boutique pourra potentiellement être différente. Ensuite, devenir une partie prenante de la communauté de Hijacked. Personnellement, c'est pas un truc qui m'attire pour backer un jeu. Et ensuite, soyez parmi les premiers à recevoir le jeu. Ça, bon, pourquoi pas, mais c'est le cas de tous les jeux qu'on back théoriquement sur Kickstarter. Enfin, presque tous en tout cas. Ensuite, le How to Play. Donc, vous avez une phase de négociation avec du dice placement, j'ai déjà dit, donc du placement de dés. On va pouvoir négocier à propos, pas avec, mais à propos des passagers, bien évidemment. On va pouvoir collecter des cartes avec des mécanismes uniques apparemment, mais uniques jusqu'à quel point, hein, allons savoir. Il y a quand même pas mal de jeux qui se présentent comme étant uniques alors que c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Ensuite, on va pouvoir essayer de construire une relation de semi-confiance, également en essayant d'aller en collecter des cubes pour engranger de la confiance et favoriser, faciliter notre potentiel de libération des passagers, on va dire. C'est très mal tourné, mais vous aurez compris. Et puis ensuite, on aura la possibilité d'aller communiquer avec les preneurs d'otages en allant placer des dés pour pouvoir ensuite les convaincre de se rendre et puis surtout de laisser les otages partir vivants. Vous pourrez aussi gagner un maximum de temps jusqu'à l'intervention de la police qui va, elle, progresser petit à petit sur une piste que vous apercevez ici jusqu'à ce qu'ils puissent être en mesure de sauver les otages, bien sûr. On pourra aussi aller collecter des demandes. Il y a quand même pas mal de mécanismes, hein. Enfin, même si le mécanisme central c'est du placement de dés, on a pas mal de mécanismes qui viennent s'imbriquer les uns aux autres avec la négociation avec les preneurs d'otages, la construction d'une relation de confiance, la collecte des demandes également pour aller essayer d'assouvir ou non, j'imagine, les envies, les desiderata de certains des preneurs d'otages pour essayer de faire sortir certains otages. Et ensuite, vous pourrez aussi aller choper de nouveaux dés pour pouvoir effectuer des combos. Vous pourrez aussi aller remplir certains objectifs qui vous permettront d'aller gagner des points de victoire.
Ensuite, vous avez un add-on avec l'extension Pilot, donc une extension pilote qui apparemment s'accompagne de 6 cartes, en 3 exemplaires, enfin en 3 cartes en 2 exemplaires, pardon, pour 6 euros. Potentiellement, c'est un petit peu cher si c'est vraiment que ça. Mais ça peut aussi éventuellement ajouter des mécanismes supplémentaires. Donc, mais en termes de, comment dirais-je, de matériel pur, 6 euros pour 6 cartes, ça me semblerait un petit peu cher par contre. Passons au shipping. Le shipping pour le Canada est à 19 euros. Pour l'Europe, il est à 17 euros. Et ensuite, pour la France, c'est un peu moins cher, d'accord. Donc Europe 17, mais France 16, attention. La Suisse 35, ça pique. Et pour le rest of the world, dont nous faisons bien évidemment partie, à part peut-être on est dans le Far East, parce que là c'est le drapeau coréen, mais bon, on doit être dans le Far East également. Donc 28 euros. Peut-être, allez savoir. Japan avec une étoile. Est-ce que c'est dans Far East du coup? Je ne sais pas, 3 étoiles, 7 étoiles. Une, deux, je sais pas, c'est pas très parlant. Je pense que c'est une étoile, donc du coup on doit être dans le tas aussi, nous. Hein. Du coup ce serait 28 euros pour nous. Ok. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Hijacked, le premier projet de Greenest Games avec cette démarche écologique, avec des illustrations de The Miko qui plus est, mais pour l'instant, vous le voyez, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine pour ce qui est du menu crowdfunding. Quelques jolis projets, mais vous l'avez vu, pas de coup de cœur cette semaine, si ce n'est bien évidemment la naissance de mon fils. À la vôtre. Voilà, ça c'est fait. Je pense que ce sera la première et la dernière fois que je boirai de l'alcool devant vous. Voilà. Voilà, je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi. Vous le voyez, je suis toujours un petit peu perché sur une autre planète. Après cet événement unique, je ne sais pas comment réagir. Dites-moi, je scintille encore cette semaine. Dites-moi pour les papas et mamans de la chaîne potentiellement, quand vous avez eu votre première enfance, ce que ça vous a fait. J'avoue que pour l'instant j'ai du mal. Je sais pas. Je sais pas du tout comment je suis en train de réagir. Je crois que je réalise pas encore tout à fait. En tout cas, voilà, merci de m'avoir suivi pour ce menu un petit peu décousu pour lequel j'avais pas suffisamment fait de recherche. J'espère que ça ne se verra pas trop, même si je pense que ça se verra forcément un petit peu. Mais je vous remercie quand même de m'avoir suivi, et puis je vous remercie par avance pour ceux qui potentiellement me mettront des commentaires de félicitations. Ça me va d'entrée de jeu, avant même que ça n'arrive, droit au cœur, bien évidemment. Voilà, je vous le dis d'avance, même si je répondrai comme d'habitude à tous les commentaires. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour de futures vidéos. Xavier devrait pouvoir vous proposer une 3e vidéo de Euthia incessamment sous peu pour accompagner la campagne à venir. Et puis bon, on se retrouve de toute façon pour le suivi d'ici quelques jours. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine. Je suis papa, putain. Je suis papa. Réalise, Kevin, réalise.